Ce podcast vous est présenté par Aéropexy, l'entreprise aéronautique au service des entreprises qui utilisent des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Plus d'infos sur aeropexy.com. aeropyxis.com. Aéropexy. Saviez-vous que Fréquence Drone est une web radio associative animée par un petit groupe de bénévoles passionnés ? Vous aussi, participez à l'aventure en devenant sponsor ou mécène de notre association. Plusieurs formules, selon votre niveau d'implication, peuvent être envisagées. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr en précisant sponsor dans l'objet du courriel. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en notoriété. Fréquence Drone, interview. La pratique du drone aérien est une activité qui peut s'exercer aussi bien au titre de loisir que dans le cadre professionnel. Quelle que soit l'activité envisagée, que l'on s'adonne à l'une ou aux deux activités, l'usage de l'espace aérien est réglementé. Cela passe nécessairement par une formation qui est devenue obligatoire pour quasiment toutes les activités télépilotées, que ce soit au titre du loisir et encore plus au titre des activités professionnelles. Toutefois, comme dans toute nouveauté, il y a des abus et les prétendants aux activités aériennes télépilotées sont souvent désemparés tant la multiplicité des formations proposées est vaste. Fréquence Drone a donc décidé, aujourd'hui, d'ouvrir l'épineux dossier de la formation au télépilotage de drones. Pour en parler, nous invitons aujourd'hui Nicolas Quinstins, responsable du centre de formation Clim Aero Academy. Bonjour Nicolas. Bonjour Thierry. Alors Nicolas, tu n'es pas initialement un centre de formation dédié aux drones. Quel est ton parcours ? Alors non, effectivement, mon parcours, donc moi j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine de l'aviation habitée en tant que personnel navigant commercial, donc steward en compagnie aérienne. À côté de ça, je fais de l'aéromodélisme donc depuis le plus jeune âge, depuis que j'ai à peu près 10 ans. Donc je me suis intéressé au drone très très tôt, bien avant l'arrivée de la réglementation nationale en France. Puis après, je me suis un petit peu spécialisé dans le domaine de la formation des adultes, avec un titre professionnel dans la formation d'adultes et une licence en sciences de l'éducation, ce qui m'a permis après, en combinant un petit peu toutes ces expériences et ces envies, d'ouvrir un centre de formation, pas complètement dédié aux activités drone, effectivement, puisque je me suis dans un premier temps spécialisé dans les formations de marchandises dangereuses, des formations de sûreté, dans l'aviation civile, de sécurité, facteurs humains, et par la suite, effectivement, dans les drones. Bien, alors cette compétence, elle t'a permis de participer à différents groupes de travail auprès du CDC et de la DESAC, notamment sur le dossier de la formation. Quelle était la demande de la DESAC sur ce sujet ? Alors oui, tout à fait. Donc c'est dans le cadre donc, du Conseil pour les drones civils, le CDC, au sein duquel la Direction de la sécurité de l'aviation civile nous a donné un mandat de travail qui consistait en fait, pour la formation, à créer de nouveaux documents support, en particulier un nouveau livret de progression, un nouveau modèle de rapport d'évaluation pour les formations pratiques à venir dans le cadre des nouveaux scénarios standards européens qui ont été créés, je dirais, avec l'entrée en vigueur de la réglementation européenne en 2019, et également une partie MANEX, donc manuel d'exploitation, qui concerne un peu plus les exploitants, mais qui a un lien évidemment avec la formation, parce que tous les aspects liés à la formation des télépilotes doivent évidemment être décrits dans le manuel d'exploitation. Donc on avait un petit peu ce double mandat, manuel d'exploitation d'un côté et puis formation pratique de l'autre. Et en ce qui concerne effectivement la réglementation, le drone a évolué depuis la toute première mise en place de la réglementation en 2012 pour la France. Est-ce que tu peux nous faire quand même un petit bref résumé de ce qui est actuellement exigé par la réglementation drone aujourd'hui ? Alors oui, tout à fait. Alors, avec l'entrée en vigueur de la réglementation européenne, non seulement l'objectif, comme son nom l'indique, était d'harmoniser toutes les règles relatives à l'usage de nos drones civils aujourd'hui au niveau de tous les pays européens, mais surtout de revoir un petit peu ce système de classification, puisqu'elle a introduit en fait 3 catégories d'opérations, la catégorie ouverte, la catégorie spécifique et la catégorie certifiée, en fonction notamment du risque posé par l'opération de drone, avant même que l'on s'intéresse à ce qu'on appelle des mesures d'atténuation, c'est-à-dire des manières de s'assurer que la sécurité des biens et des personnes au sol et des autres usagers de l'espace aérien soit bien assurée. Cette catégorie ouverte, la première, concerne des opérations qui, de prime abord, présentent un faible risque pour ces personnes et ces usagers de l'espace aérien.
La catégorie spécifique concerne, elle, des opérations à risque plutôt modéré, et la catégorie certifiée, des risques beaucoup plus élevés, avec des standards qui sont pas encore complètement définis, mais qui seront tout à fait comparables aux standards de l'aviation habitée. Donc voilà, aujourd'hui, on est plus à s'intéresser à la catégorie ouverte et à la catégorie spécifique, en sachant que beaucoup d'opérations peuvent déjà se faire en catégorie ouverte, tandis qu'en catégorie spécifique, ça concerne plutôt une minorité d'exploitants, avec des conditions qui sont déjà un petit peu plus difficiles. Pour en revenir un peu à la partie formation et liée à la réglementation, en 2018, on a déjà eu une première vague avec la loi drone, mais aujourd'hui, cette réglementation, elle a permis à plusieurs personnes de se lancer dans le domaine de la formation, et non pas d'être formés, mais d'être des formateurs. D'ailleurs, il s'ouvre de plus en plus de centres de formation, et si j'ai bien compris, la démarche d'ouverture d'un organisme de formation est relativement simple. Il suffit de contacter la DREETS. Il n'y a pas besoin de compétences pédagogiques pour former des adultes ? Alors, théoriquement, oui, on en a. Dans le cas des drones, non. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, de la part de la DREETS, une personne qui veut créer son organisme de formation ne va pas avoir besoin de prouver auprès de la DREETS ou de quiconque, en tout cas dans un premier temps, qu'elle dispose, qu'elle maîtrise les compétences nécessaires pour conduire des formations d'adultes. C'est un premier point effectivement épineux. Alors la seule chose que peut demander la DREETS, et ne le fait pas toujours d'ailleurs, c'est demander des diplômes, des habilitations, des titres, mais qui sont très spécifiques au métier, en tout cas au domaine dans lequel on va inscrire ces formations. Nous, dans notre cas, si on souhaite former des télépilotes, notamment à l'aspect pratique du télépilotage, la DREETS peut simplement nous demander de fournir nos récépissés, par exemple Alpha Tango, de déclaration d'activité, pas nécessairement le CATT à ma connaissance, mais voilà, peut nous demander en tout cas des documents très spécifiques à l'activité drone, mais absolument pas en lien avec la formation d'adultes en général. Oui, ça tient peut-être aussi au fait que l'activité de télépilote de drone n'est toujours pas reconnue aujourd'hui comme étant un métier, ni par l'INSEE, ni par personne, donc ça peut être aussi un début de problème. Alors si j'ai bien compris, une fois qu'on a voulu se déclarer à la DREETS, on obtient ce qu'on appelle un NDA, un numéro de déclaration d'activité, qui permet de former aux activités professionnelles. Est-ce que cela suffit ? Alors oui, complètement. C'est ce qui permet en tout cas d'officialiser, je dirais, son activité d'organisme de formation. Maintenant, l'autre petite formalité qu'il va y avoir, mais qui est, on peut le dire, plus que légère, c'est que si justement on veut conduire ces formations pratiques de télépilote de drone, en tout cas en catégorie spécifique et selon les scénarios standards que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire S1, S2 et S3, il va suffire à cet organisme de formation, en tout cas à cet exploitant, de cocher sur son espace Alpha Tango en ligne une petite case formation. De cette manière, il déclare à la Direction de sécurité de l'aviation civile qu'il va conduire des formations pratiques de télépilote externes à son exploitation. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, si on a besoin d'aller un peu plus loin et de pouvoir faire financer sa formation, on est obligé d'obtenir une certification qui s'appelle Calliope. Est-ce que cette certification a une relation avec le certificat de télépilote de drone ? Alors non. Alors Calliope, donc c'est une certification qui est relative à la qualité. Donc c'est une démarche qualité qui s'adresse à tous les organismes de formation, et pas que, puisqu'on a également par exemple les centres de formation des apprentis qui sont concernés, en tout cas qui concerne notamment les organismes de formation, et qui va venir en fait certifier la qualité globale du processus de formation, je dirais. Donc voilà, l'auditeur Calliope qui va venir auditer un centre de formation va s'intéresser à est-ce que voilà les moyens techniques sont suffisants pour les apprenants pour que leur formation se déroule dans de bonnes conditions. Il va s'assurer que les documents sont bien à jour. Voilà, il va faire des petites vérifications, je dirais, qui sont plus administratives. Alors, il faut bien reconnaître que c'est quand même un premier pas, puisque un organisme de formation qui, par exemple, n'aurait absolument pas de programme de formation ou de scénario pédagogique, a priori, n'obtiendra pas sa certification Calliope. En tout cas, il aura des non-conformités qu'il devra corriger avant de l'obtenir. Donc, on ne peut que saluer déjà ce premier pas, mais en tout cas, voilà, c'est une certification qui vient assurer le processus global de formation pour assurer, je dirais vraiment un niveau minimum de qualité derrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une formation professionnelle d'adulte aujourd'hui,
a deux objectifs quand même primordiaux. C'est l'employabilité, autrement dit le fait qu'une personne qui est formée, en tout cas en sortie de formation, améliore ses possibilités d'embauche sur le marché du travail, ou en tout cas de reconversion ou de création d'entreprise, et de sécurisation des parcours, c'est-à-dire que ça permet dans le parcours général d'un actif de le sécuriser, de le consolider pour éviter un maximum des trous dans la carrière, du chômage, etc. Donc voilà, Calliope permet en tout cas d'aller un petit peu plus vers ça. Alors, si j'ai bien compris, Calliope ne permet pas de définir la qualité de la formation en elle-même, mais la qualité du centre de formation à respecter les critères qui lui sont imposés pour accueillir et former des personnes. Mais en rien, ça ne justifiera la qualité de la formation en elle-même. On est bien d'accord? Non, en tout cas, nous, dans notre domaine des drones, si on prend cet exemple-là, un organisme de formation drone qui serait certifié Calliope, cette certification Calliope ne va pas venir assurer derrière que la formation répond à un besoin sur le marché du travail, ne va pas permettre de s'assurer que tous les apprenants en sortie de formation auront tous atteint un niveau qui aura été défini comme acceptable, etc., etc. Voilà. Ça permet un certain nombre de choses. En tout cas, ça n'assure pas toutes ces. D'accord. Non, c'est surtout pour bien spécifier à nos auditeurs qui voudraient se former que c'est pas parce qu'il y a le label qualité Calliope que ça définit la qualité de la formation. Absolument pas. Voilà. Donc, être certifié Calliope, surtout, ça permet de mobiliser des fonds d'État, tels que les OPCO lorsqu'on est en entreprise, ce sont les opérateurs de compétences, ou accéder aux formations certifiantes via les CPF, les comptes personnels de formation. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des abus là-dedans? Certains n'en profitent-ils pas? Enfin, quand je dis certains centres de formation n'en profitent-ils pas? Oui, tout à fait. Alors, comme tu le dis, donc la certification Calliope, l'intérêt en tout cas économique derrière, c'est de mobiliser des fonds, ce qu'on appelle des fonds publics mutualisés, donc des OPCO. Je voudrais juste rappeler par rapport à la dernière question quand même que Calliope n'est pas un gage de qualité absolue. En tout cas, ça peut déjà être un bon indice. Voilà, un centre de formation qui est certifié Calliope, c'est déjà quand même un bon indice, il faut quand même le reconnaître. Maintenant, voilà, Calliope permet à ce niveau économique de bénéficier de ces fonds. Au niveau du CPF, ça le permet aussi. En tout cas, c'est une première étape, pas la seule, puisque pour qu'une personne, un actif, mobilise son compte personnel de formation, les fonds disponibles sur son CPF, cette formation doit être certifiante. C'est-à-dire que elle doit donner accès, en tout cas permettre l'accès à une certification enregistrée soit au répertoire spécifique des habilitations, soit au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles. Donc voilà, pour qu'une formation soit finançable avec du CPF, il faut qu'on ait ces deux conditions. Évidemment qu'il y a des abus, je pense qu'on l'a tous vu un petit peu dans les actualités, des arnaques au CPF, du harcèlement SMS. On a des abus dans tous les domaines de formation et on en a dans le domaine des drones, complètement. Se déclarer centre de formation est donc relativement simple. Y a-t-il des exigences en matière de validation des connaissances des formateurs aujourd'hui? Alors non, on n'en a pas. Au niveau des drones, en tout cas, il n'y a pas d'exigence particulière. Alors évidemment, une personne qui veut former des télépilotes, notamment en formation pratique, scénarios standards nationaux, il va falloir qu'elle-même, cette personne, en tout cas l'instructeur, si on peut appeler ça comme ça, le formateur, soit lui-même titulaire je dirais plutôt des bons documents, c'est-à-dire son attestation de formation pratique, lui aussi, à ses scénarios, et son livret de progression, ses titres théoriques éventuellement. En tout cas, on n'a pas de cursus de formation dédié à la fonction de formateur ou au métier de formateur, d'instructeur, puisqu'il n'existe même pas. Mais aujourd'hui, ces formateurs, sans exigence des connaissances de la réglementation aérienne, la sécurité des tiers et des biens est en danger. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas, comme dans l'aviation avec personne à bord, tel qu'on les connaît, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des FI et des FE? Je ne comprends pas bien cette logique aujourd'hui. Alors, c'est effectivement une très bonne question, Thierry. Alors, je dirais que... premier élément de réponse là-dessus, on l'a, je dirais, depuis 2018. Alors, ça date de l'UAV Show, où c'était donc une personne de la direction de la sécurité et de l'aviation civile qui était interviewée. Bon, j'aurais pas nécessairement besoin de dire le nom, mais qui nous expliquait qu'avec la mise en œuvre de ce nouveau cadre de formation pratique basique, ce qu'on a appelé basique, donc formation pratique pour les scénarios S1, S2, S3, on allait proposer un cadre finalement de formation assez souple, avec justement pas trop d'exigences
au niveau des organismes de formation, sans tomber dans un système d'ATO, d'organismes de formation finalement approuvés comme dans l'aviation habitée, dans un unique objectif qui est tout à fait louable, c'était de permettre à la filière finalement de se structurer et de décoller, parce qu'on a bien compris que c'était une filière tout à fait prometteuse, avec beaucoup de potentialités économiques. Donc voilà, ça l'a permis, il faut bien le reconnaître. Maintenant, on en atteint les limites. Le deuxième élément de réponse là-dessus, je dirais qu'il se trouve dans un texte réglementaire assez simple, qui est le règlement de base de l'EASA, l'Agence de la sécurité pour la sécurité aérienne, l'agence européenne. Ce règlement de base, qui est le règlement 2018-1139, il définit vraiment les cadres généraux de pas mal de choses dans l'aviation civile, pour faire très simple, et il nous définit effectivement, pour l'aviation habitée, ses rôles de FI-FE, d'instructeur et d'examinateur. Il définit aussi le cadre un petit peu des formations de drone, mais vraiment de manière très très succincte, et effectivement, il y a une absence totale pour ces formations de drone de titres, de métiers, d'exigences en tout cas relatives à une potentielle fonction d'instructeur ou d'examinateur. Donc déjà, on voit bien qu'au niveau réglementaire, à la base, c'est le cas de le dire, dans ce règlement de base, il n'y avait absolument rien de prévu à cet effet. Beaucoup de centres de formation ont très vite compris dès lors qu'il était simple de collecter des fonds CPF en obtenant une habilitation à la certification, qu'elle soit RS ou RNCP. Ils s'en servent donc comme un appôt à télépilote en devenir. Est-ce que c'est pas là un peu le début du dévoiement de la formation drone ? Alors on va le dire quand même tout de suite, 2 petites secondes, que c'est pas la majorité des centres de formation, heureusement, mais beaucoup malheureusement ont vite compris ce système, non ? Complètement. Alors le début du dévoiement, je dirais que dans ces cas-là, le dévoiement, il a commencé depuis un bout de temps. Maintenant, heureusement qu'on peut compter, comme tu dis Thierry, sur beaucoup d'organismes de formation qui essayent, déjà je dirais, il faut bien le dire, qui essaient de faire les choses correctement d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire de vraiment parcourir tout ce qu'il y a à parcourir à l'occasion d'une formation pratique, de faire aussi peut-être, je dirais, une analyse de ses propres pratiques, à se dire est-ce que je suis vraiment compétent, est-ce que j'ai vraiment l'expérience et les compétences nécessaires pour proposer une telle formation. Et puis ensuite, de proposer à des personnes qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion, il faut bien se dire que, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est pas de la rigolade, ce sont des gens qui cherchent du boulot, qui veulent se reconvertir, avoir une petite activité complémentaire. Donc est-ce que je suis en mesure de leur proposer ça ? Voilà, pour l'instant on ne peut compter, je dirais, que là-dessus, sur des bonnes initiatives aussi, dont fait partie celle du Conseil pour les drones civils, dont tu fais partie Thierry aussi, Voilà, des initiatives un petit peu communes comme ça, qui essaient de tout structurer. C'est un petit peu lent. Voilà, pour l'instant, il faut surtout compter là-dessus. Alors oui, c'est une évidence, mais malheureusement, on le sait bien, s'il n'y a pas de contrôle, on fait un peu ce que l'on veut. Je dirais, si tu prends même les centres les moins compétents, on dira un peu comme ceci, si tu leur demandes, ils vont te dire qu'ils le font dans le sens du bien de la personne qui est en recherche, soit de reconversion professionnelle, soit éventuellement de recherche d'emploi ou de transformation de son activité. Donc on ne peut pas avoir, à mon sens, ce statut-là d'auto-certification. Moi, je demande et j'en appelle, et tu le sais, au travers de l'association, mais aussi au travers des différentes conversations qu'on a soit avec l'EASA, soit avec la DESAC. On en appelle vraiment à ce que derrière, on puisse dire, voilà, vous êtes qualifié pour pouvoir former. Voilà, c'est ce que, à titre personnel, c'est ce que je demande. Complètement. Et pour ajouter quelque chose là-dessus, Thierry, c'est vrai que ce que je décrivais là, c'est-à-dire de l'auto-certification, en tout cas, toutes ces analyses de pratique un petit peu que je décrivais, c'était vraiment pour expliquer qu'aussi, malheureusement, pour l'instant, on peut vraiment compter que là-dessus, il est bien évident que pour que ça s'arrange, il va falloir des signaux forts des instances publiques, dont fait partie la DESAC. On sait très bien que c'est un sujet épineux et que certainement, beaucoup de ces instances n'ont pas non plus nécessairement envie de retourner ce sujet, parce qu'en hydratant un peu, on aurait peur de voir trop de saleté en dessous. Alors effectivement, ça nécessite un petit peu de courage, ça nécessite de connaissance de tout ça aussi, parce que c'est pas évident de se rendre compte de tous les tenants et les aboutissants de tout système global de formation, qui en France est déjà quand même extrêmement complexe. Mais effectivement, ça nécessite beaucoup d'intervention, en tout cas de soutien de la part des pouvoirs publics là-dessus.
Oui, tout à fait. Et il y a une chose aussi que j'essaye de dire régulièrement, c'est que la sécurité, elle passe par la formation. Et une formation qui n'est pas contrôlée, c'est une sécurité qui est en danger. Donc ça, il faut vraiment regarder là-dessus. Oui. Alors, on entend beaucoup le terme parmi les centres de formation qui veulent former, qui est devenu un terme quasiment de propagande politique, je dirais, pour obtenir du candidat. On entend beaucoup le terme de télépilote professionnel. Pourtant, à ma connaissance, et tu le sais, je me suis battu pour essayer d'obtenir un code APE ou un code NAF. L'INSEE n'a toujours pas statué sur ce point. Donc aujourd'hui, le statut de télépilote professionnel n'existe pas. Pourquoi continuer à faire croire aux personnes qu'on va les former à une profession qui n'existe pas, alors qu'on les forme à une compétence, celle de télépiloter un drone? Alors tout à fait, tu soulèves un bon point, Thierry, là-dessus. Pourquoi on le fait, on s'en doute bien. Comme tu l'as dit, c'est un moyen d'appel, c'est un moyen de marketing, de publicité. Alors, j'aimerais juste quand même rajouter, je dirais, une petite nuance là-dessus, c'est que même si on a aujourd'hui un peu plus de recul sur toutes ces activités drone, puisqu'en France, en tout cas chapeauté sous un cadre réglementaire, elles ont quand même débuté en 2012, voire un petit peu avant. Donc ça fait quand même un peu plus d'une dizaine d'années qu'on peut avoir, qu'on a ces activités en France et qu'on peut avoir un petit peu de recul. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je prendrai l'exemple, récemment, on a eu par exemple à Lyon, un laboratoire médical qui a 2 antennes, au nord de Lyon et au sud de Lyon, je crois, qui a obtenu une autorisation donc, pour faire le transport d'échantillons sanguins au-dessus de la ville. Il y a eu également en Suisse une société, pareil, un laboratoire d'analyse médicale qui a obtenu l'autorisation de transporter des échantillons au-dessus du lac Léman entre 2 villes. Donc, je pense ces exemples pourquoi pour montrer aussi que sur des activités qui vont arriver, qui arriveront plus tard, on aura davantage de transport vraiment d'objets, de personnes même par drone. Alors, transport de personnes, c'est encore un autre sujet, mais là, on pourra éventuellement qualifier l'activité, en tout cas de télépilote, comme étant un métier, au même titre que l'activité de pilote de ligne, pilote de transport, pilote d'avion, on peut le qualifier de métier. Maintenant, ça nécessite une vraie réflexion, ça nécessite justement de s'inspirer aussi de ce que l'on a pu faire dans l'aviation invitée, ça nécessite de prendre pas mal de recul, et je dirais avant tout que chacun prenne le temps aussi de se poser là-dessus, parce qu'on voit beaucoup de débats très 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 animés sur les réseaux sociaux et autres, où chacun a envie d'apporter un peu sa pierre à l'édifice, qui est très bien, mais a envie d'y amener sa petite expérience, son petit point de vue, etc. Là-dessus, je pense que c'est pas plus mal de prendre un petit peu de recul, de laisser aussi le temps un petit peu faire les choses, d'aller dépenser son énergie dans des discussions et des choses qui en valent vraiment le coup, parce que je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que chacun vienne éliminer son petit grain de sel et dire moi je pense que télépilote de drone, c'est pas du tout un métier, parce qu'on n'est pas dans un avion, voilà, on n'a pas besoin de ça, il nous faut des vraies réflexions avec, c'est vrai, des personnes qui en ont les compétences et qui sont habituées à toutes ces réflexions sur des notions de métier, de code APE, d'activité, etc. Alors je suis entièrement d'accord avec ça. Maintenant, encore une fois, ce que j'essaye de dire, c'est que effectivement, aujourd'hui, ça n'est pas reconnu comme un métier d'un point de vue juridique. Alors si jamais on a un problème un jour, c'est le juridique qui fera foi. Ce qu'il faut comprendre, et tu prenais le terme de l'aviation, effectivement, dans l'aviation habitée, on a quand même les 2 statuts. On a le pilote privé, avec un PPL, voire éventuellement un brevet de base pour pouvoir faire des tours de piste si on a juste envie de faire que ceci. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on a le CPL, et je ne parle pas de la TPL qui est encore à un autre niveau, mais on a le CPL pour avoir une licence commerciale et travailler. Donc pourquoi ne pas tout simplement garder ce principe qui marche très très bien d'ailleurs dans l'aviation privée et commerciale, de dire ben voilà, si vous voulez devenir professionnel, effectivement, il y a des compétences à acquérir, des compétences qui sont autres que le simple fait de télépiloter un drone. Et ça, par contre, du coup, on revient sur le statut FEFI, qui à mon avis est certainement la chose la plus importante à mes yeux en termes de sécurité, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thierry, ça fait partie des bonnes idées que tu aurais à poser sur la table, mais tu vois bien qu'en parlant de ça, tu peux te permettre d'en parler, puisque tu as cette connaissance justement de ce qui se passe dans le milieu de l'aviation habitée, tu as cette connaissance des acronymes CPL, IR, ME, ATPL, etc. Beaucoup de gens les ont pas, on ne peut pas leur en vouloir. Simplement, on n'a pas besoin, pour répondre à ces questions, on n'a pas besoin que ce soit une immense discussion générale où, comme on peut le voir, et tu le sais très bien, sur les réseaux sociaux, dans des rendez-vous, dans des discussions d'associations, etc., on a des gens qui, ça peut être une espèce
jalousie, parce qu'on a envie de faire reconnaître son activité de télépilote comme étant très très similaire à celle d'un pilote d'avion, parce qu'on se croit peut-être pilote d'avion, je ne sais pas. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent, je dirais, ralentir le débat, qui viennent finalement rien apporter du tout. Donc on a besoin, je pense, voilà, de gens comme toi, d'autres personnes qui ont chacune un petit peu leurs compétences dans tous ces domaines-là et qui pourront faire avancer le débat. C'est ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'un débat passionné par des émotions et des croyances personnelles. Voilà. Tout à fait. Alors des fois, après, je rigole un peu, je dis qu'à continuer comme ça, à voir les propositions de télépilotes professionnels, on va les voir arriver en chemise blanche, cravate noire et galon doré, et si ça continue, on aura même 2 hôtesses qui vont les suivre. Et pourquoi pas, et figure-toi que tu l'as peut-être déjà vu, hein, mais dans certains centres de formation, on voit une espèce de remise de diplôme à la fin, où on n'est pas loin, comme tu dis, de distribuer le galon, de mettre le galon sur les épaules, et puis voilà, de porter le costume pour piloter sur l'épaule. C'est amusant, en tout cas, c'est pas ce qui fait trouver du boulot après. Non, et c'est amusant, mais à la limite, c'est ce qui devrait alerter quand même aussi un peu, parce que très sincèrement, l'objet d'une telle émission telle qu'aujourd'hui, ce n'est pas de porter l'opprobre sur tel ou tel, ça n'est pas de dénoncer tel ou tel centre de formation. Moi, quand je vois sur des réseaux sociaux des gens qui sortent de formation et qui posent des questions qui sont théoriquement aujourd'hui inscrites dans notre loi formation drone nationale, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je veux bien admettre que le stagiaire ne peut pas tout retenir non plus, mais les questions de base, elles sont là quand même. C'est une aberration. Et ça me fait peur. Sincèrement, ça me fait peur. La formation, c'est de vous apprendre que le risque, il est là, il existe, il est bel et bien réel. Après, télépiloter un drone aujourd'hui, pour la plupart des drones, aujourd'hui, ils se pilotent quasiment tout seuls. Ce qu'on va vous apprendre, c'est pas le piloter en tant que tel, mais c'est à tout ce qu'il faut faire si jamais ça se passe mal. Voilà, Nicolas, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Est-ce que tu aurais, toi, quelque chose à rajouter pour les auditeurs de Fréquence Drone et voir les futurs télépilotes qui ont envie de se former, parce que ça reste quand même une très belle activité? Écoute, ce que j'aurais envie de rajouter par rapport effectivement à ta dernière phrase, c'est que pour des personnes qui sont en train de faire le tour de centre de formation, qui se posent des questions pour faire des formations, suivre des formations dans ce domaine-là, comme tu l'as dit, je pense que un certain nombre de pistes qui peuvent les aider déjà de se renseigner. Est-ce que le centre de formation ne nous forme qu'à de la pratique pure et dure de télépilotage, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à côté? Est-ce qu'on constate une espèce d'ambiance, d'approche générale de l'aviation? On n'est pas là que cantonné à toucher des sticks d'une radiocommande, parce que c'est pas que ça. Maintenant, je ne peux qu'inviter vraiment toutes ces personnes qui recherchent à s'enseigner d'elles-mêmes un petit peu sur Internet, et on le sait, aujourd'hui Internet c'est une mine d'informations, on trouve de tout, de se renseigner un peu plus si elles le souhaitent sur Calliope, sur les certifications, sur l'historique de chaque organisme de formation, de fouiller un petit peu sur les débouchés après ces formations, de ne pas hésiter à poser des questions clairement. Combien de stagiaires aujourd'hui que vous avez formés ont trouvé un emploi, combien sont devenus indépendants, combien ont pu salariés, quel est le salaire, etc. Et de voir un petit peu par ces réponses, la réaction des organismes de formation. Je pense que là, d'elles-mêmes, ces personnes pourront faire un tri intelligent. Et la dernière chose que j'aimerais rajouter, qui là est plus à destination des organismes de formation, c'est comme tu l'as dit Thierry, on ne peut pas faire une classification en disant qu'on a les bons et les mauvais. Néanmoins, je ne peux qu'inviter ceux qui ne font pas forcément le meilleur travail du monde à faire cette petite analyse de pratique, simplement déjà à se dire qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que je pourrais m'améliorer, et là encore, il y a plein de choses à faire. On peut se former sur 2-3 jours, on peut passer des titres professionnels, ce que j'avais passé en moins de 6 mois, qui nous donne un niveau Bac+2 et qui nous permet d'avoir déjà une solide connaissance de cette activité de formateur d'adultes. On peut suivre des webinaires, on peut suivre des MOOC, on peut faire plein de choses dans le domaine de la formation, on peut se certifier, on peut lire. Alors voilà, je pense que c'est important de se remettre un petit peu en question à ce niveau-là et de ne pas hésiter à combler ces manques, parce qu'on en a tous, mais en se rendant bien compte que c'est dans l'objectif de proposer des formations de qualité qui permettent une meilleure employabilité et une meilleure sécurisation du parcours des gens que l'on forme, tout simplement.
Oui, tout à fait. Et si on peut rajouter peut-être quelque chose, et tu me détromperas éventuellement, mais si quelqu'un veut aller faire une formation en télépilote de drone, peut-être un des moyens pour écarter les centres de formation qui ne sont pas tout à fait dans les clous, c'est d'éliminer tous ceux qui ont mis le logo agréé DGAC. La DGAC n'agrée strictement personne, ni la DSAC d'ailleurs, du moins pas dans le domaine de la formation des télépilotes de drone. C'est aussi peut-être d'éliminer tous ceux qui vous disent que en fait ils ont 100% de réussite. On ne réussit pas à 100% à chaque fois. Et bien évidemment ceux qui vous disent centre de formation certifié. On ne certifie que le télépilote, on ne certifie pas les centres de formation. Vous voyez RS et XYZ, ça ne veut pas dire que le centre est certifié, mais qu'il propose une certification, soit qu'il a acquis lui-même, soit qu'il a loué à un tiers, et c'est tout à fait dans les règles de la formation de le faire. Hein, tu confirmes un peu ce que je dis ou... Tout à fait, je confirme complètement, et puis je pense que voilà, comme tu dis, on a trouvé beaucoup de choses sur Internet, on a trouvé beaucoup de choses sur les sites de chaque organisme de formation, des logos, des beaux textes, etc. Internet, c'est une mine d'information, n'empêche que pour ce genre de choses, moi je pourrais conseiller un petit coup de fil, une visite sur place si on est là, et franchement le contact humain à ce moment-là, je pense qu'il vaut beaucoup de choses, et on se rend compte, voilà, un petit peu plus aussi sans doute de la qualité générale des formations et de ce que va nous proposer cet organisme de formation par un contact humain. Appelez plutôt les télépilotes qui ont été formés, appelez pas quand ils sortent de formation, appelez-les 6 mois plus tard. Et rappelons-le pour le mot de la fin qu'il existe quand même de très bons centres de formation et que je suis toujours un fervent défenseur de la formation. Bien écoute Nicolas, je te remercie du temps que tu nous as accordé. Je vais remercier aussi nos auditeurs et je vous donne rendez-vous à une prochaine interview. Merci Nicolas, à très vite. Merci Thierry, à très bientôt. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones? Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité.